En français s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en français s'il vous plaît avec un numéro exceptionnel aujourd'hui puisque j'ai le plaisir de recevoir son Excellence l'ambassadeur de France en Roumanie, François Saint-Paul. Monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes pas là par hasard, bien évidemment. Il y a moins d'une semaine, le Premier ministre roumain Dacian Cioloș passait 48 heures à Paris, une visite officielle très dense que vous avez soigneusement préparée, à la fois avec les autorités françaises, mais aussi avec les responsables roumains. J'aimerais donc, monsieur l'ambassadeur, que vous nous parliez ce soir des coulisses, de la technique diplomatique, que vous nous plantiez l'envers du décor. Rembobinons donc le film. Quel est le point de départ et quel est l'ordre d'entrée en scène ? Merci et bonsoir aux auditeurs de RFI et merci de m'avoir invité. Rembobinons le film. Pourquoi cette visite et comment est-ce qu'elle a été préparée ? Pourquoi cette visite ? Parce que le président de la République, lorsque M. Cioloș a été nommé Premier ministre, a adressé une lettre pour le féliciter, et dans cette lettre, l'a invité à se rendre à Paris. Donc, c'est quelque chose de très simple. Un nouveau Premier ministre que nous connaissions, parce qu'il avait été commissaire à l'agriculture, parce qu'il avait eu des responsabilités européennes, et le souhait de le voir. Donc c'était pas une figure imposée juste parce que la Roumanie avait un nouveau Premier ministre. Non, c'était pas une figure imposée, c'était, je dirais, une figure désirée, une figure souhaitée, parce que nous le connaissions, et puis juste en plus, en 2015, à la fin de 2015, il y avait eu un Conseil européen et le président Iohannis avait désigné M. Cioloș pour se rendre à Bruxelles au Conseil européen. Et donc, M. Cioloș avait retrouvé bien des acteurs qu'il avait connus. Et c'est comme ça que les choses se sont faites très naturellement. Une invitation. Et en plus, au Conseil européen, en marge du Conseil européen, ils se sont entendus pour se voir très vite. Alors, qu'est-ce qui suit après ce désir politique ? Alors, après ce désir politique, d'abord, dans les équipes et roumaines et françaises, on est très contents. On est très contents parce que on a pensé, voilà, nous avons une échéance en perspective, il va falloir trouver une date. Et puis, nous savions que ce devait être une visite très très prochaine. Après, très simplement, du côté français, une date a été proposée. Elle a été acceptée du côté roumain très volontiers. Ça, c'est au niveau des ministères des Affaires étrangères, du Quai d'Orsay, du MAE roumain, à quel niveau ? Ça, c'est au niveau, c'est le président de la République qui invite le Premier ministre, donc c'est l'Élysée qui propose la date, parce que cela dépend de l'agenda du président Hollande. Donc c'est l'Élysée qui nous contacte. Tout ça est très simple. Qui contacte l'ambassade. Pour les initiés, mais c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Et qui nous demande de transmettre à la partie roumaine cette proposition de date, et la partie roumaine répond très vite. Voilà, ça s'est fait comme cela. Ensuite, on fixe les détails très très simplement, c'est-à-dire est-ce que Monsieur le Premier ministre Cioloș souhaite venir seul ou venir avec des ministres, quels ministres, et nous proposons ensuite un programme, mais le Premier ministre, M. Cioloș, peut avoir aussi des souhaits. Les choses se font très 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 simplement. À partir du moment où on a une visite officielle en France, cela veut dire qu'il y a
Le déjeuner à la présidence de la République, à l'Élysée. Ça, c'est parce qu'on parlait de figure imposée tout à l'heure, c'est une figure imposée. Il y a une figure imposée, il y a ça. Juste avant, il y a aussi, c'est un détail de protocole, mais il y a l'accueil officiel aux Invalides, que vous avez vu les images. Donc, passage en revue de la garde républicaine, accueil par un membre du gouvernement, c'était Harlem Désir. Ensuite, le déjeuner. Et après, il y a, obligatoirement, quand c'est une visite officielle, une visite au président du Sénat, qui est en France le deuxième personnage de l'État, et une visite, c'était M. Larcher, et une visite au président de l'Assemblée nationale, M. Bartolone. Est-ce qu'on peut en profiter, monsieur l'ambassadeur, pour faire une explication de texte, grâce à vous, la différence entre les visites officielles, les visites de travail, les visites d'État, les gens s'y perdent un peu, oui. Même les journalistes d'ailleurs. Alors, c'est une différence à la fois de protocole et de niveau d'entretien. Le protocole, c'est pas une chose négligeable. Le protocole, ce sont des règles qui permettent de fixer le niveau auquel on veut accorder l'attention à son invité. Donc, la visite d'État, c'est visite de chef d'État. La visite officielle, c'est ce que je vous ai dit, l'accueil officiel aux Invalides et la visite pour M. Tcholos, Élysée, Assemblée nationale, Sénat. Et puis la visite de travail, c'est une visite avec beaucoup moins de protocole. Voilà. Mais par exemple, le président Iohannis avait eu aussi une visite officielle. Absolument. Ouais. On va y revenir. La Roumanie, en français s'il vous plaît. Avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en Roumanie, François Saint-Paul, et je continue sur l'agenda, sur de quoi parle-t-on et qui décide du menu des entretiens. Alors là aussi, je vais à la fois intéresser les auditeurs et en même temps, j'espère ne pas trop les décevoir. Intéresser les auditeurs, je vais vous dire un peu de quoi on a parlé, et décevoir les auditeurs, il n'y a pas de mystère. C'est très simple. Quand vous avez un président de la République, François Hollande, et un Premier ministre de Roumanie, Dacian Ciolos, qui se rencontrent, de quoi peuvent-ils parler ? Eh bien, ils parlent. Et qui choisit le thème ? Enfin, les deux ont des thèmes à vouloir défendre, à échanger. Et comment ça se fait ? On se met d'accord à peu près sur les thèmes, mais comme chacun connaît les préoccupations de l'autre, il n'y a jamais de difficulté. Donc, par exemple, ils ont parlé d'abord des sujets européens. Les sujets européens, actuellement, c'est la question des migrations, c'est la question du terrorisme, c'est la question de l'avenir de Schengen. Alors, on rentre plus ou moins dans les détails, mais ce sont ces choses-là très, 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 très naturellement. Très naturellement, ensuite, quand on voit un Premier ministre de Roumanie, très naturellement, on parle de Moldavie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous voyez les choses ? Nous, voilà ce que nous pensons. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Parce que la France et la Roumanie président le groupe des amis de la Moldavie. On parle aussi Ukraine. On peut aussi parler Moyen-Orient. Voilà, tous ces sujets qui sont des sujets éminemment européens. Et puis ensuite, on parle évidemment des relations bilatérales, parce que entre la France et la Roumanie, c'est une longue histoire, une longue passion, et nous sommes ancrés dans un passé commun et destiné à un avenir commun. Alors, je vais personnifier un peu, si vous me le permettez. On se connaît un peu, donc la question ne vous étonnera pas. Écoutez, c'est un cas unique. On a une francophonie roumaine au pouvoir en ce moment, avec le président Cioloș, avec le ministre de l'économie Costin Bor qui l'accompagnait, avec Luca Niculescu qui n'est pas étranger à cette maison et qui vient d'être nommé à Paris. Cela facilite forcément le dialogue, la culture est la même, l'aisance est sans conteste, mais est-ce que cela suffit et jusqu'où ça peut aller, si vous voulez? Quand est-ce que ça s'arrête en fait, la question? Bon, français, francophone, c'est parfait, mais au moment, on parle peut-être plus la même langue.
Non, mais c'est une très bonne question, hein, Nicolas, que vous posez. Le fait que l'on ait le français en partage peut être à la fois un avantage et un inconvénient. Ça peut être un inconvénient parce que l'on peut parler la même langue et ne pas se comprendre. Ça arrive dans toutes les familles. Hein. Voilà. Si nous disons des choses où nos avis se croisent et ne se rencontrent pas, si nous n'avons pas dans ces conversations une volonté commune qui se dégage, à ce moment-là, le fait de parler la même langue n'ajoute rien, voire, le cas échéant, ajoute ou provoque une certaine déception. Nous parlons la même langue, mais nous n'avons pas le même langage. Voilà. Avec la Roumanie, en général, je dois dire que il y a toujours eu une francophonie très vivante et c'est un facteur de rapprochement, indiscutablement. Moi, comme je parle certes le roumain, mais évidemment beaucoup de Roumains parlent le français. Je veux dire, quand je voyais le Premier ministre, M. Ponta, je parlais français parce qu'il avait aussi beaucoup de plaisir à parler français. M. Orescu parlait français. Dès qu'un Roumain a la possibilité de parler français par affection, vis-à-vis de la France, il en faisait l'effort et c'est quelque chose qui nous oblige. Hein. Moi, je considère pas du tout le fait que nous parler français est quelque chose qui crée un rapport d'infériorité. Au contraire, c'est une façon, vis-à-vis de son interlocuteur français, de montrer un effort que nous apprécions énormément. Alors après, allez-y. Après, il y a la question: est-ce que nous parlons la même langue? Et puis ensuite, est-ce que nous parlons le même langage? Et là, je dois dire que ce qui était très agréable, c'est que nous parlons le même langage. Je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, avant la visite, je vais voir un certain nombre de ministres. Pour français ou roumain? Roumain. Roumain. Et je vois le ministre de la Culture, monsieur Vlad Alexandrescu. On m'avait prévenu, c'est quelqu'un de très cultivé, de très vraiment pétri de culture française, voilà. Bon, moi j'étais très content, mais ça fait un choc quand vous découvrez d'abord que le ministre vous offre un livre de 400 pages sur l'origine de l'individu au XVIIIe siècle, avec une tonne d'érudition sur Pascal et Descartes, et qu'en fait, M. Alexandrescu est professeur à la Sorbonne. Donc, je suis bien peu de choses. Et puis surtout le reste. Voilà. Et donc, quand on voit des interlocuteurs de cette qualité, je me dis, nous nous sommes dit, vraiment, nous allons faire des choses. Vraiment, nous allons faire des choses. Et cette qualité nous oblige. Même chose avec les autres ministres. Encore une fois, je le répète, il y avait aussi une francophonie avant. Hein. Nous ne sommes pas passés des ténèbres à la lumière. Mais par contre, je dirais que nous sentons une affinité, une volonté de faire des choses qui donnent énormément de désir de réaliser ensemble des projets. Alors, je reviens justement aux précédentes visites. Là, d'un point de vue très technique, diplomatique, comment est-ce qu'on prépare donc cette visite-là et en quoi est-elle différente, à part les personnages naturellement, de la visite du Premier ministre français à Bucarest, par exemple, donc Jean-Marc Ayrault en 2013, de la visite du Premier ministre Ponta dans l'autre sens à Paris, c'était en février 2013 aussi. Comment ça s'articule entre ces trois actions-là ? Bon, alors moi, je suis arrivé en mai 2014, donc je ne peux pas vous parler tellement des visites vous précédentes. Vous êtes un personnage clé du ministère aussi, des Affaires étrangères, je ne vous pose pas la question par hasard non plus. Par contre, Nicolas, ce que je peux dire, c'est que tous les ministres qui sont venus avec M. Bork ont eu des entretiens et des entretiens bilatéraux de grande qualité.
Monsieur Taubal, ministre de l'Intérieur, a vu pendant près d'une heure Monsieur Cazeneuve. Et dégager une heure dans le programme du ministre de l'Intérieur français, c'est vraiment la volonté du côté français de nouer un langage et de nouer un dialogue particulier. Costin Bork, il a vu M. Feckel, ministre du Commerce extérieur, mais il y a eu aussi plein de réunions au MEDEF, c'est-à-dire... le jeudi matin, notamment, voilà. Absolument. Et donc, là, c'était toute une partie économique très, très importante. Monsieur Alexandrescu, il a eu, ministre de la Culture, plein d'entretiens avec la ville de Paris, avec le Centre national du cinéma, avec le Théâtre de la ville de Paris, avec le ministère de la Culture, le secrétaire général du ministère de la Culture. C'était aussi très dense. Et... entre le moment où nous avons su la date et le moment où nous avons monté tout ça, il s'est écoulé un peu plus d'une dizaine de jours. Donc c'est très peu, mais le fait qu'on y soit arrivé montre qu'il y avait d'un côté et de l'autre une volonté très claire que ce soit bien. Moi, je pense que cette visite... et l'ensemble des contacts bilatéraux, ça faisait très 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 longtemps qu'il n'y avait pas eu une visite avec une telle volonté de dialogue, pas simplement le Premier ministre, M. Tchoulos, mais avec tous ses ministres. Et il y aura d'autres visites. Les ministres qui n'ont pas pu accompagner le Premier ministre parce qu'il n'était pas possible de dégager les entretiens bilatéraux nécessaires, ces visites vont avoir lieu. Bucarest, en français s'il vous plaît. Avec François Saint-Paul, l'ambassadeur de France à Bucarest, suite à la visite du Premier ministre roumain Dacian Cioloș à Paris. Question générale là encore, monsieur l'ambassadeur, comment vérifie-t-on les engagements tenus lors d'une visite de ce genre? Il y a une feuille de route qu'on consulte périodiquement, il y a des points de repère qu'on constate ensemble, séparément. Il y a d'autres visites, vous le disiez tout à l'heure. Il y a une suite. Comment est-ce qu'on quantifie les résultats, en fait ? On quantifie les résultats d'abord parce que quand il y a eu les visites précédentes, on a pu se mettre d'accord sur des documents communs. On va faire ceci, on va faire cela, et puis on va progresser sur tel sujet ou tel sujet. Alors là, en l'espèce, il y a une déclaration de 2008 sur le partenariat franco-roumain. Il y a eu en 2013 la signature par M. Ponta et M. Hérault d'une feuille de route. Et puis, il y a aussi tout ce qui se discute au moment du déjeuner à l'Élysée et qui permet de constater tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été fait, soit parce que c'était prévu qu'on le fasse, soit parce que ce sont des nouvelles choses qui se sont ajoutées, tout simplement parce que les priorités des deux pays ont évolué, et puis parce que l'ère du temps a changé. En 2013, il n'y avait pas l'immigration, il n'y avait pas le terrorisme, il n'y avait pas ce genre de il n'y avait pas l'Ukraine non plus. Il n'y avait pas l'Ukraine, etc., etc. Donc il y a une actualisation qui tient compte du désir et des uns et des autres de s'inscrire dans l'actualité. Mais tout ça se fait très simplement et je dirais en toute confiance, sans aucun sujet tabou. Comment prépare-t-on la suite ? Donc justement, on parlait de feuille de route, et puis il y a surtout cette annonce qui, j'avoue, vous le savez mieux que moi, a quelque peu étonné, la visite de François Hollande à Bucarest avant la fin de l'année. Alors, je suppose que même si je vous le demande très gentiment, en admettant que vous le sachiez, mais vous le savez pas vous-même, on n'aura pas de date, mais comment on travaille justement sur le point suivant ? Alors, Nicolas, vous n'aurez pas de date.
aussi pour une raison, c'est que je la connais pas. Ben voilà, bon, ça me rassure. Laissez-moi le temps d'atterrir et puis après de consulter les uns les autres et puis les autorités roumaines. On le savait très bien, mais comment ça se passe? Justement, ce qui m'intéresse cette fois-ci, c'est la mécanique de l'Élysée à ce moment-là. C'est comment est-ce qu'on prévoit, pourquoi on prévoit et comment est-ce qu'on arrive à mettre ça dans un agenda en plus avant une année électorale. C'est extrêmement serré, donc l'objectif est précis et l'intérêt est grand. Sinon, je vois pas d'une telle annonce. Là aussi, Nicolas, c'est très simple. C'est la volonté, écoutez, monsieur l'ambassadeur, là, mais je crois que vous donnez envie à plein de gens qui nous écoutent. Il y a sans doute beaucoup d'élèves du lycée français et d'autres qui nous écoutent. Là, mais il n'y a rien de plus facile que d'être ambassadeur. En fait, c'est un boulot super facile. Tout est simple à vous entendre. Mais c'est simple, c'est d'abord la volonté du président. La volonté du président, à la fois c'était clair pendant le déjeuner, et puis c'était clair aussi pendant la conférence de presse où il l'a dit, il l'a confirmé à la fin. Le président Hollande veut venir en Roumanie. Voilà. Et donc, c'est la première chose. Ce ne sont pas des figures imposées, des invitations imposées. Voilà, il faut avoir cette envie de la personne invitée de venir. Et le président Hollande l'a promis. Ce qui, compte tenu, vous le dites, de l'agenda du président, à la fois agenda intérieur et agenda extérieur, est un engagement précieux et qu'il nous faut tous, et moi aussi, savourer. Parce que, voilà, dégager une journée ou un peu plus sur l'agenda du président Hollande, c'est vraiment quelque chose de très appréciable. Voilà, alors après, on va se mettre au travail. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui est intéressant pour les autorités roumaines? Qu'est-ce qui est intéressant pour le président Hollande? Moi, je crois que tous les indicateurs sont ouverts pour que cette visite retour se passe aussi bien que la visite aller. Avec quel axe fort, d'après vous? Je sais pas, je pense que la relation franco-roumaine, c'est à la fois ce destin commun dans l'Europe et ce destin commun entre les deux pays bilatéralement. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en avant. Je crois aussi que la Roumanie est en train d'inscrire de nouvelles pages dans son histoire en ce moment. Et que, d'une certaine façon, c'est ça aussi qui attire beaucoup le président. À ces moments charnières, avec une société civile qui se réveille. Être là quand l'histoire se fait. Et oui. Et être là quand le moment est le bon pour marquer la confiance et pour marquer la volonté de croire dans l'avenir de la Roumanie. C'est mardi soir, en français s'il vous plaît. Avec son Excellence François Saint-Paul, l'ambassadeur de France en Roumanie, je dois vous avouer, monsieur l'ambassadeur, que vous m'enquiquinez un peu parce que j'ai préparé une question sur la difficulté de ce genre de mission pour vous. J'allais vous demander si c'est l'exercice le plus stressant, le plus dur pour un ambassadeur que de préparer une visite, mais apparemment, enfin, on vous écoute depuis tout à l'heure, il n'y a rien de plus facile. Fastoche, diraient les enfants, si vous me passez le terme. Alors, et donc, la suite, ça va être tout aussi facile? La suite... Honnêtement, c'est quand même... c'est un des summums de votre travail ici pour Alors sur votre mandat. J'ai plusieurs avantages qui vont faire que ça va être, je pense, que c'est un exercice que j'aborde avec confiance et optimisme. Le premier, c'est la Roumanie elle-même. Je sens un tel intérêt pour cette visite, le fait que la visite du président Hollande soit annoncée, etc. Tout le monde est vraiment très content. Donc je suis sûr qu'il y aura de la part des interlocuteurs, des hôtes roumains, le meilleur accueil. Quand, vous savez, le président Iohannis, d'abord quand il y a eu les attentats à Charlie Hebdo,
nous nous en souvenons très bien. Il était là le 11 janvier, absolument, à défiler avec les autres chefs d'État. Et Nicolas, non seulement il était là, mais il a été un des premiers, voire peut-être le premier homme d'État à mettre sur son compte « Je suis Charlie ». Donc, ce témoignage de solidarité, d'affection, est quelque chose qui évidemment, marque beaucoup. Et les relations entre le président Ioannis et le président Hollande sont vraiment, je crois, très très bonnes. Parce que les hommes d'État sont comme nous, faits de chair. Donc, est-ce que l'alchimie passe et est-ce qu'ils s'entendent bien ? Et je crois qu'ils s'entendent bien. Et puis, donc ça c'est le premier avantage que j'ai. Le deuxième avantage, c'est l'équipe que j'ai à l'ambassade de France. J'ai une équipe qui est très bonne. Je ne suis que le chef, mais ils sont tous très bons. Le troisième avantage, et je voudrais quand même le dire, c'est à l'ambassade de Roumanie à Paris. Il a toujours eu d'excellents ambassadeurs. Je m'entendais très bien avec Bogdan Mazuru, mais avec Luca Nicolescu, que j'ai eu le plaisir de connaître dans vos studios, c'est une chance de plus. C'est une chance de plus parce que il va être un grand professionnel. Déjà, tous les résultats qu'il a atteints en assurant au Premier ministre, M. Tcholos, une visibilité dans la presse française tout à fait exceptionnelle. France 24, Les Échos, Le Monde, Le Figaro, l'Express, tout ça a monté alors qu'il venait d'arriver 4 jours avant. C'est remarquable. Donc, avec Luca Nicolescu, je suis sûr que nous allons travailler en bonne intelligence. Et puis, du côté français, des invités, le désir de réunir une belle équipe qui va visiter et de réussir cette visite. Alors après, bien entendu, il va y avoir les petits agacements, les petits à côté, c'est-à-dire, est-ce qu'on a le temps, le programme, il manque 10 minutes par ceci, 10 minutes par cela, etc., etc. Mais ça, c'est le détail qu'il y a pour toute visite, y compris des visites de famille. Il va falloir gérer ça et on le gérera très bien. L'essentiel, ça sera le fond et le fond sera certainement réussi. Parfait. Écoutez, j'espère que vous viendrez commenter cette visite à son issue. Avec plaisir. Je vous laisse pas partir avant de vous titiller avec le questionnaire roumain sur votre sensibilité, votre affect roumain. D'habitude, il y a 3 questions, mais puisque vous êtes là, je vous ai préparé une petite surprise. Il y en aura une 4e, mais ce sera la dernière. La première est toute simple. Quelle est votre image roumaine préférée ? Une image, celle qui vous passe par la tête là en ce moment. À côté de l'ambassade, il y a une église, Biserica Amței, le clocher de l'église recouvert de neige. Quel est votre regret roumain, monsieur l'ambassadeur ? J'en ai pas, il est trop tôt. Quel est votre espoir roumain ? Mon espoir roumain, c'est que les Roumains aient plus confiance dans l'avenir de leur pays. Bon, 3 questions, c'était bien, mais je me suis rendu compte en vous invitant et en relisant mes questions on avait le son. On n'avait pas le son, on avait l'image. Vous voyez, ma langue a fourché aussi. Donc, pour ceux qui vous connaissent un peu, quand on vous connaît, on pense musique. On a l'image, on n'a pas le son. Donc, quelle est votre musique roumaine préférée ? Et je vous assure que dorénavant, je poserai cette question à tous les invités d'En Français, s'il vous plaît. Parce qu'effectivement, les images sans le son, ce n'est pas grand-chose. Eh bien, ma musique préférée en roumain, je vais vous dire, c'est l'hymne roumain. Pour une raison très simple. Les hymnes, c'est toujours la même chose. Les hymnes sont associés à des cérémonies, à un contexte. Et donc, on finit par oublier la musique de l'hymne pour se concentrer sur la cérémonie, si vous voulez. C'est comme la Madeleine de Proust fait penser au pavé. L'hymne roumain fait penser au drapeau et au défilé. Mais on oublie la Madeleine et on oublie l'hymne roumain. Et moi, ce que je voudrais, c'est inviter les auditeurs des RFI
nos auditeurs qui nous écoutent. Écoutez, la prochaine fois que vous écoutez l'hymne roumain, s'il vous plaît, fermez les yeux et écoutez-le vraiment. Et c'est un très beau thème. C'était Son Excellence François Saint-Paul, l'ambassadeur de France en Roumanie. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain à 19h15 en français, s'il vous plaît, ici et seulement ici à RFI. Très bonne soirée à tous. En français, s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone.